Bienvenue à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre sur le décryptage juin, mois de l'environnement, après la célébration de la journée nationale de l'arbre au Bénin. Et bien sûr, la communauté internationale va procéder à la célébration de la journée mondiale de l'environnement le 5 juin. Une célébration particulière qui intervient dans un contexte de crise sanitaire mondiale liée et bien sûr au Covid-19. Et pour cette édition, et bien sûr, les attentions seront portées sur la préservation de la biodiversité. Quels sont alors les nouveaux défis qui s'imposent en matière de préservation de la biodiversité face au Covid-19? Voilà donc et bien sûr la préoccupation sur ce plateau du décryptage. Et pour en savoir davantage, nous sommes avec une géographe environnementaliste qui va nous rejoindre sur ce plateau. Vous pouvez monter sur le plateau. Dr Landrick Estelle Brun, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Merci bien sûr pour l'invitation. Installez-vous. Voilà, justement, vous êtes géographe environnementaliste, expert en gestion des zones humides et puis enseignant-chercheur à l'université d'Abo Mekalavi. Encore une fois, bienvenue sur le plateau du décryptage. Alors, dans quelques heures, la communauté internationale a célébré le 5 juin la journée mondiale de l'environnement, et je l'ai précisé tout à l'heure, dans cette crise sanitaire mondiale liée au Covid-19. D'entrée de jeu, dites-nous d'abord quelles sont les pressions que nous avons sur la biodiversité, notamment en Afrique. Merci, monsieur Aïssé. Les pressions sont d'ordre naturel et humain. Là, nous pouvons parler des pressions humaines. Les pressions humaines sont plus alarmantes sur l'environnement, sur la biodiversité. Mais les questions liées aux aléas climatiques sont dans une moindre mesure à noter aussi. À ce niveau, moi, je vais m'appesantir d'abord sur les pressions humaines. Nous avons les pressions de toutes parts. De toutes parts. Et c'est lié surtout à l'action de l'homme. L'homme voulant toujours satisfaire ses besoins, l'homme étant toujours à la quête du mieux vivre, impacte davantage la biodiversité, pour ne pas dire l'environnement. Et cela a des répercussions sur la santé de l'homme, la santé des animaux, tout ce qui bouge dans la nature. À ce titre, nous avons les pressions d'abord, la dégradation des forêts. La dégradation des forêts, et cela entraîne un recul du couvert végétal. Et ce recul est surtout lié d'abord à l'explosion démographique, pour ne pas dire le boom démographique, d'abord. Parce que l'homme voulant toujours s'installer a besoin de terre. Et à ce niveau-là, il faut sacler, il faut faire des défrichements pour pouvoir avoir de l'espace pour y vivre. Dans le même temps, l'agriculture aussi a un impact significatif sur la biodiversité, pour ne pas dire l'environnement. Et si nous quittons là, nous pouvons aussi parler aussi nous pouvons parler aussi des inventions technologiques. Ah bon? Ah oui? Quel est le rapport? Très bien. L'homme, voulant toujours vivre dans ce qu'il veut là, il veut toujours se mettre à l'aise. Dans un confort donné. Dans un confort donné, mais en mal la nature. C'est l'homme qui est la cause de tout ce que nous vivons aujourd'hui. Oui, mais encore ces inventions technologiques impactent négativement. Très bien. Tout le monde, les avions, ils émettent des produits chimiques, non? Nous avons des cultures, non? C'est lié à tout ça, là. Et nous consommons ça. Tout à fait. Vous comprenez? Les pesticides qui ont des actions... Nous avons aussi les pesticides, les gaz émis par ces avions, ces motos, ces voitures. Tout ça, là, contribue énormément à la perte de la biodiversité en général. Oui, mais est-ce que, et en Afrique, la situation, elle est comment en Afrique aujourd'hui? Quel est l'état des lieux réellement en matière de... L'état des lieux pour l'Afrique, je pense que nous ne sommes pas encore arrivés à un niveau vraiment alarmant, contrairement aux pays développés. Vous comprenez? Là, il n'y a pas
il n'y a pas encore trop de péril en la demeure, puisque à un niveau donné, certes, nous observons une dégradation des terres liée à la coupure des forêts, des arbres, pour y vivre. Mais cette dégradation agit naturellement sur le sol, sur le couvert végétal, sur les eaux, en général sur la terre. Mais la situation n'est pas autant si alarmant. Mais cette dégradation des forêts contribue aussi à la perte, à la disparition de certaines espèces végétales. C'est là le problème, c'est là le hic, au fait. Et aujourd'hui, le Bénin ou bien l'Afrique est sur la liste rouge parce qu'il y a certaines espèces qui devaient être protégées et qui aujourd'hui, voilà. Il y en a même qui sont en extinction totale. Du fait de l'homme. Du fait des actions de l'homme. C'est ça qui est le plus capital à dire. Certes, il y a les actions, il y a les aléas climatiques qui ne sont pas tellement visibles. Mais ce sont les actions de l'homme, les actions humaines qui sont à la base de tout ce que nous vivons aujourd'hui avec la crise sanitaire mondiale. Mais pour ce qui est des aléas climatiques ou des facteurs naturels, mais quand vous le dites, je le porte. Oui, parce qu'aujourd'hui, on est dans un contexte de réchauffement. C'est vrai que le réchauffement, même ça part de l'homme. Mais ça agit quand même sur la biodiversité aussi. Je donne simplement un exemple sur le Bénin. Ça s'est passé l'année passée dans 3 zones du Bénin ici. Il y a à Cotonou même, au niveau de la lagune de Djonoula. On a vu le débordement. Très bien de l'eau. Parce que les gens se sont installés dans le lit des coups d'eau, dans les utoires des coups d'eau. Et ça cause un problème énorme. Et c'est suite aux actions, suite aux alertes des universitaires qu'on a pu dégager ces gens-là. Quand nous arrivons, ça là c'est pour les inondations ça. Nous allons maintenant dans la commune de Savalou, à l'arrondissement de Agonvert, il me semble. Il y a aussi un phénomène de glissement de terrain. Ah bon? Oui. Au Bénin? Au Bénin ici. C'était dans le mois d'octobre, non? D'octobre, de janvier, il me semble. Mais ça, c'est récent. C'est naturel. Oui, c'est des non, c'est des phénomènes naturels. C'est des phénomènes naturels qui surviennent à des moments donnés. C'est lié aussi, par exemple, si nous prenons, par exemple, pour les pays développés, on peut parler des tornades, des tornades, des tsunamis, des trucs comme ça. Des catastrophes naturelles. L'Afrique en a connu, surtout l'année dernière, avec Idaï au niveau de Mozambique, Zimbabwe et autres. Alors, mais quelles sont les conséquences, brièvement, les conséquences de cette régression? De cette régression, les conséquences sont vraiment dans un état négatif. Moi, je veux parler normalement, je devais parler des conséquences aussi positives, mais dans ce sens-là, moi, je ne peux pas parler des conséquences. Il y en a, ça intéresse de savoir. Oui, vous voyez, l'action de l'homme a toujours des impacts, parce que l'homme voulant toujours s'approprier de tout, cause de nombreux dégâts à la nature, sans qu'on ne le sache. Et là, c'est grave. Nous devons contrôler nos actions. C'est pour ça que Saint-Exupéry il a dit en tant que quelle terre laisserons-nous à nos enfants? Moi, je reviens toujours sur cette question-là. Quand on m'interroge sur les questions liées à l'environnement, je reviens toujours là-dessus. Depuis 1939, Saint-Exupéry avait déjà pensé à cette question. Et rien n'y est fait jusqu'à présent. Et c'est ça qui cause encore des dégâts maintenant. Parce qu'ils n'ont pas pris conscience. L'homme est un animal politique qui vit dans la société. Et Dieu nous a dotés des facultés. Qu'on doit mettre au service de la nature. Voilà. C'est l'homme qui doit s'adapter à la nature et non l'inverse. Vous comprenez? L'homme, en voulant toujours être à vivre dans le plaisir, dans le confort naturel, s'oublie
C'est la recherche de la perfection. C'est ça. Alors, mais dites-nous aujourd'hui, est-ce que, parce que justement, décembre dernier, on a connu, et bien sûr, cette maladie, ce virus-là, et qui a été découvert en décembre en Chine. Ça a fait autant de victimes sur toute la planète. Nous sommes encore en plein dans, bien sûr, la crise sanitaire mondiale liée au coronavirus. Et aujourd'hui, quel est le rapport avec la biodiversité? Quel rapport pourrait-on faire avec la biodiversité? Est-ce que c'est pas manque c'est un manque de respect à la biodiversité, puisque des manipulations, ça peut venir à tout moment. On ne sait pas encore c'est quoi la réelle cause, les réelles causes de ce qui s'est passé réellement en Chine. Il n'y a pas toujours encore la lumière là-dessus, mais beaucoup appellent quand même à préserver la biodiversité en ces périodes-ci. Et c'est ce que même, et bien sûr, le programme des Nations Unies pour l'environnement a préconisé en choisissant ce thème-là, qui est fondé, qui bien, renvoie toutes les attentions sur la biodiversité. Alors aujourd'hui, qu'en dites-vous, Dr Landrick Poinraté, qu'en dites-vous? Bon, vous savez, il n'y a pas le hasard, hein. Il n'y a jamais le hasard dans la vie. Ça veut dire quoi? Que nous devons prendre conscience. Cette crise a montré, moi, ça me réjouit, quoi. Cette crise-là, franchement, quand je dis à des endroits donnés, les gens me traitent de Dieu, non, c'est pas ça. Il y a quand même beaucoup de morts, vous ne devez pas... Attendez, parce que moi, je dis que ça me réjouit. Parce que cette crise a montré qu'il n'y a même pas de différence entre le pauvre et le riche. Tout le monde est emballé dans le même panier. Vous comprenez? Donc, ce n'est pas que le pauvre vivant dans son village, il y a des ordures, il y a des déchets par-ci, par-là, qu'il va attraper cette maladie. Aussi bien le pauvre que le riche est appelé à attraper cette maladie. Là, c'est pourquoi je dis que nous devons être conscients de nos actions. En coupant les forêts, des arbres qui sont déjà à 40 à 60 cm de hauteur, en les coupant, et ça venait à 30 à fin, ça veut dire qu'il y a des virus, des bactéries qui sont en l'air. Et nous donnons l'opportunité à ces virus-là de reconquérir nos espaces. Nos espaces. La crise qui vient mondiale maintenant, là, c'est l'action de l'homme, hein, ce n'est pas autre chose. Certes, des hypothèses ont été déjà émises. Et si nous admettons que ces hypothèses sont à vérifier, manipulation en considérant par exemple le pangolin, par exemple la chauve-souris et d'autres rongeurs liés à ça là. On a même parlé des serpents aussi. Alors, les manipulations génétiques aussi. Oui. Si nous partons même de la définition de la biodiversité là, ça veut dire quoi? C'est la diversité des espèces vivantes. C'est ça. Et le caractère génétique. Qu'il faut respecter. Qu'il faut respecter. Mais quand vous coupez des arbres, les arbres aussi ont des aspects génétiques, des gènes qu'il faut respecter. Aujourd'hui, nous parlons aussi des ADN. Vous transplantez, vous prenez un gène, vous le transplantez à notre organisme pour avoir d'autres... Quand vous coupez des arbres, quand vous mettez tout pour toujours faire des tests cliniques ou bien des observations cliniques, vous ne savez pas l'impact que ça pourrait avoir demain. C'est ça qui a fait que cette crise mondiale a rejailli sur tout le monde entier. Et là, moi, je m'en voudrais, c'est où? Normalement, cette crise mondiale liée à la Covid-19, c'était déjà depuis l'année dernière, vers novembre ou bien octobre. Mi-décembre en Chine. Et on savait déjà que des rumeurs circulaient. Vous comprenez? Là où moi, je m'en voudrais, c'est quoi? La communauté scientifique et surtout l'État n'a pas su mettre des dispositions pour pouvoir... C'est que la recherche... Vous voulez dire... voilà, vous êtes dans le monde de la recherche, justement. Quand ça vient de vous... Normalement, on entendait déjà qu'il y a des rumeurs qui circulaient, qu'il y a déjà une pandémie comme ça, ou bien une crise mondiale liée à une maladie qui est la Covid-19. On devait prendre des responsabilités ici. L'État pouvait mettre en place un comité ad hoc. Mais il y a quand même un comité qui gère la crise. Bon, qui gère, c'est déjà trop tard, c'est ce que moi je veux dire par là. Mais en ce moment,
pourquoi la communauté scientifique attend l'État avant de réagir? Ça devait être, la réponse devait être automatique. Vous savez, il faut des moyens pour faire toute recherche. Ne dites pas que les professeurs d'université ou bien les docteurs vont mettre leurs moyens mais maintenant pour faire de la recherche dans ce sens-là. Parce que ça, là... Il faut le sacrifice pour la communauté. Sacrifice, non. Avec leur maigre salaire. C'est ça le problème, monsieur. Avec leur maigre salaire. Faire de la recherche, là, ce n'est pas de l'amusement. Hein. Mettre, si on met un comité ad hoc et le gouvernement siège et puis la ministre ou le ministre en charge définir les règles et ils doivent mettre... On devait anticiper, c'est ça moi je veux dire. Hein. Voilà. Bon, maintenant c'est déjà fait. C'est déjà fait, je suis d'accord. Mais moi je parle du retard, un peu du retard qui... Alors mais aujourd'hui, certains pensent quand même que la solution pourrait être également dans la nature. Exactement. C'est pourquoi... Je reviens sur ça. Je reviens sur ça. Ça veut dire que nous devons revenir à nos valeurs endogènes, à la médecine traditionnelle. Je reviens sur ça. Pourquoi moi je dis ça? Moi je voulais d'abord m'appesantir sur le retard qu'a accusé l'État un peu avant de prendre des décisions d'anticipation. Vous comprenez? Parce que ça circulait déjà, on pouvait mettre des choses là, concerter certains professeurs dans le avant que les choses ne viennent au Bénin. Et surtout regardez le nombre de morts qu'il y a eu dans des pays, en Afrique du Sud aussi, en Éthiopie, des trucs comme ça. En Tunisie, en Égypte, vous voyez, des vies humaines sur lesquelles on marche comme des animaux qui sont... Grâce pour le Bénin, qui on est à 3 décès, avec beaucoup de guérison d'ailleurs. Exactement. Revenir à nos valeurs ancestrales, c'est quoi? Voilà que la crise est déjà là. On ne peut pas dire tout le temps et observation clinique, test clinique, quoi. Faut expérimenter. Nous avons des plantes médicinales qui peuvent régler ce jeu-là. Quand on sort et ça, ce sont les richesses de la biodiversité. Oui, c'est ça. Et moi, je voudrais même que l'État pense à ça pour mettre... Concernant donc, la journée, les chercheurs, comment ils appellent les tradithérapeutes, c'est ça? On peut les former et puis ils doivent mettre leur intelligence, leur remue-ménage au service de la population. Vous comprenez un peu? Moi, je dis que quelque part, l'État a pris des initiatives qui sont vraiment louables. Même si c'est venu en retard. Même si c'était revenu. Parce qu'on pouvait anticiper un peu d'abord. Mais il a fallu qu'il y ait eu un premier décès. Oui, mais en tant que chercheur aujourd'hui, au niveau de la communauté des chercheurs, qu'est-ce qui est fait concrètement? Est-ce que les initiatives qui sont prises, les travaux qui sont peut-être en cours, est-ce qu'il y en a qui pensent à s'appesantir sur les richesses de la biodiversité? Exactement. C'est pour ça que le thème de cette année est intitulé « Nos solutions sont dans la nature ». Ça veut dire quoi? On doit toujours revenir à nos valeurs ancestrales. Il y a les plantes médicinales qui sont là. Et moi, j'exhorte même l'État, ou bien le ministre en charge du cadre de vie, à penser à ça. Surtout planter des plantes médicinales. Bon, cette année, ils voulaient faire un vaste programme sur les essences fruitières. C'est pas mal. C'est pas mal. On ne peut pas dire que c'est mal, c'est déjà bon. Même dans ce contexte, il faut faire la promotion des plantes médicinales. Parce qu'il faut aller toujours à la rue. Il faut être en symbiose avec l'université, le monde universitaire. Il y a les grands chercheurs, des baobabs qui sont à l'université. On peut les consulter. On ne sent pas dans le pays. On ne sent pas, non? Vous le dites, on ne sent pas dans le pays. Ah, monsieur, il faut parce qu'il y a autant de problèmes de développement et sur lesquels les chercheurs sont souvent très muets. Vous savez, la politique est autre chose. C'est ça, je dis qu'il faut une symbiose. Mais en termes de contribution à la recherche au Bénin, en termes de contribution, c'est il faut qu'il y ait une symbiose entre l'université et l'État.
Parce qu'avant que l'État ne vienne, il a déjà élaboré ses projets. Mais cette préoccupation, me semble-t-il, a été déjà prise en compte dans le programme d'action du gouvernement. Tout n'est pas pris en compte, monsieur. Voilà. Tout n'est pas pris en compte. Hein. Il y a encore des pistes qu'on doit revoir. Si ce qui s'est passé l'année passée, dans le mois de octobre, par exemple, les universités ne se sont pas levées pour montrer leur cri d'alarme là. Est-ce que le ministre du Transport, le ministre du cadre de vie et autres personnalités pouvaient faire cette action-là? Non. Ça veut dire qu'il ne faut jamais banaliser de revers la recherche scientifique dans aucun pays. C'est très primordial. Et dans toute action gouvernementale, il faut que la recherche scientifique ait un poids élevé. Certes, il y a la politique. Il y a la politique. Aujourd'hui, à l'heure où nous parlons là, quand on évalue la recherche scientifique, que les trucs que l'État fournisse pour la recherche scientifique, c'est 0,03%. C'est très minime. Donc il faut plus, il faut apporter plus de financement. Il faut associer les universitaires. Il ne faut pas toujours ancrer dans l'extérieur, être extraverti. Non, nous avons des potentiels ici. Des professeurs qui sont en la matière vraiment des baobabs. Mais je l'ai toujours dit, hein. Mais c'est ça, je dis, la politique est autre chose, monsieur. C'est peut-être ailleurs qu'on entend parler. Non. Il faut venir à l'université. C'est vrai qu'à l'université, il y a des non-complicités. Le professeur Saint-Saint, qui est connu dans... Le professeur Bouka aussi. C'est des baobabs. Voilà, justement. Mais aujourd'hui, puisqu'on l'a dit, cette crise pourrait venir d'une mauvaise manipulation ou de manque de respect à la nature, à la biodiversité et autres, et que les solutions pourraient également venir de la nature, comme vous le dites. Mais les pressions, là, aujourd'hui, vous l'avez évoqué, les pressions anthropiques venant du fait de l'homme, les aléas climatiques ou naturels aussi, qui découlent indirectement également de l'action humaine. Alors, mais quand on prend tout ça aujourd'hui, pourquoi il n'y a véritablement pas une prise de conscience? Est-ce qu'avec ce qu'on vit actuellement, est-ce qu'après cette crise, on pourrait réellement avoir cette prise de conscience? Comment faire pour l'intégrer dans les programmes d'éducation, l'éducation environnementale? Je viens toujours là. Cette crise mondiale vient à point nommé. Et je ne cesserai jamais de le dire. C'est pour conscientiser les hommes, tant au niveau gouvernemental jusqu'à la base. Et en disant comme ça, il faut que les actions, que les programmes d'éducation, que le système éducatif, on doit revenir sur la formation des jeunes concernant les écoliers pour instaurer la biodiversité, l'environnement dès le cours primaire. Il faut ça là obligatoirement. Moi, je l'ai détaillé ça dans ma thèse. À un niveau donné, je l'ai dit ça. Parce que nous sommes déjà des baobabs, on ne peut pas respecter. Mais la jeunesse, l'écolier, l'élève peut les cadres de demain, voilà. Les cadres peut encore et mettre en œuvre cette action. Faites, par exemple, au cours primaire ou bien dans les collèges, faites des excursions liées à la diversité, à la biodiversité, à l'environnement, pour montrer comment on peut sauvegarder telle chose-là. C'est comme ça qu'on fait. Vous comprenez un peu? Il faut que l'éducation, le programme éducatif ici, là, change. Il faut que ça change. Et on ne veut plus des bureaucrates. Nous voulons des autocrates maintenant. Ceux qui doivent vraiment faire le travail. Regardez, cette crise a montré beaucoup de choses. Hein. Ça a ses revers et puis son importance. Hein. Il y a une fille qui a fait sortir le lavage des mains, qui est panneau solaire directement. Oh, vous ne touchez même pas au truc là. Au Bénin ici? Oui, au Bénin, c'est à Lokossa, c'est une fille. Elle fait la génie électrique. J'ai suivi à la télé, franchement, normalement, on devait même décorer cette fille-là. On devait même supporter pour que la fille puisse aller à l'extérieur, continuer cette... Il faut encourager les génies, encourager les talents. Elle a développé un système où vous ne touchez même pas à rien, ou bien votre pied, rien du tout. Hein. Et si vous mettez votre nez là, l'eau commence par sortir en même temps. Et si
c'est fini, parce que c'est chronométré, le nombre d'heures là, ou bien de temps révolu là, ça vient là, ça se coupe automatiquement. Donc, pour résumer, il faut respecter la nature. La nature dans toute sa globalité. Voilà, justement. Il faut une prise de conscience sur tous les niveaux, jusqu'à la base, en partant de l'hygiène. Il faut sensibiliser, il faut la sensibilisation au sens. Parce que la sensibilisation, ce n'est pas 1 année, 2 années, 3 années, ou bien 5 ans, mais 10 ans, non. C'est à perpétuité. Très bien. La sensibilisation, c'est à perpétuité. Très bien. Il ne faut pas dire que j'ai fait déjà cette année, l'année, on va ça. Non. Très bien. Merci, Dr Landrick Estelle Brun. Vous êtes géographe environnementaliste et puis vous êtes spécialiste de gestion zone humide, enseignant-chercheur à l'université d'Abomey-Calavi. Avec vous, on en parlait de la biodiversité qui sera au centre, et bien sûr, de la célébration de la journée mondiale de l'environnement le 5 juin prochain. Dans cette crise liée au coronavirus, sur ce plateau, on a essayé de démontrer en quoi la biodiversité, et bien sûr, est importante pour apporter des solutions nécessaires et efficaces à cette crise. Vous avez déploré un tant soit peu le manque d'anticipation au niveau de la recherche au Bénin, et puis l'importance d'associer les chercheurs et puis d'orienter les initiatives sur la promotion des essences médicales, des richesses que nous offre la nature pour donc pouvoir avoir les dessus, bien combattre la crise liée au coronavirus. Merci à toutes et à tous. C'était donc le décryptage sur Télévision. Au revoir et à très bientôt.